Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, garde à vue de Laurent Métognon dans une affaire de perception de commission occulte pour des placements de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS à la BIBE. Nous en parlerons dans un instant. Et puis la Libye, il fallait qu'on finisse par en parler sur Free Matin. J'aimerais reprendre cette phrase de Moïse Kérékou sur la vente aux enchères des migrants, une naïveté excessive des Africains qui finira par les ramener pieds et mains liés dans les geôles lugubres de leurs anciens maîtres. Nous ferons le débat dans un instant avec Jacques Taquin, il est consultant en informatique. Et puis au Rwanda, ce qui se passe est effectivement pathétique. Les images de l'arrestation de Diana Shima Wigara, celle qui avait défié Paul Kagame aux élections présidentielles. Elle et sa famille, c'est des images d'arrestation qui font le tour des réseaux sociaux. Il faut se rappeler que 3 jours après avoir déclaré sa candidature aux élections présidentielles de juillet 2017, des photos nues d'elle avaient été publiées sur Internet. Elle n'avait pas pour autant baissé les bras. Elle entendait poursuivre le combat droit dans ses bottes, mais actuellement, donc, elle est en prison. Nous en parlerons dans un instant, toujours avec Jacques Taquin et Kader Achir. Vous êtes là pour nous présenter la une des journaux. Bonjour. Bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. À la une des journaux au Bénin ce jour, nous avons la redevance de gestion au titre des années 2016 et 2017 de MTN Bénin, la garde à vue de Laurent Métognon dans le dossier CNSS et les auditions budgétaires qui se poursuivent à l'Assemblée nationale. Dans les sports, nous vous donnerons quelques résultats du championnat national de handball, des affiches de la 5e journée de la phase de poule de l'UEFA Champions League. Dans un instant, le journal sera présenté ce matin par Billy Laibi. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. Des retraits d'argent se font depuis l'annonce du départ du directeur général de MTN Bénin. Nous y reviendrons. Quelques autres informations viendront meubler cette émission que nous avons beaucoup de plaisir à vous présenter. Bonjour, bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Nous démarrons cette une des journaux par le quotidien de Ménoté Fraternité. Nous démarrons par Fraternité qui affiche en manchette ce jour redevance de gestion au titre des années 2016-2017. MTN Bénin sommet de payer 134 milliards en 15 jours. À lire dans les colonnes du journal la décision de l'ARCEP Bénin, toujours avec Fraternité. 17e édition du Salon national de l'artisanat du Bénin. Modeste Kérékou promeut l'esprit de la créativité des artisans. La Nation, redevance de gestion et d'utilisation des fréquences. Spastel, sommet de payer 134 milliards. À découvrir également dans les colonnes du quotidien national d'information. La décision de l'ARCEP Bénin en pages 8 et 9. Restons avec La Nation en deuxième titre à la une. Audition budgétaire à l'Assemblée nationale. Les ministres de la Défense et du cadre de vie ont planché hier. La dépêche, généralisation de l'Internet haut débit et très haut débit. Où est passé l'opérateur chinois ZTE et le projet PDI2T. C'est une inquiétude du confrère. Nous passons au quotidien Nouvelle Économie. Expulsion du directeur général de MTN Bénin, à découvrir dans les colonnes du journal les sévères récriminations de Blewet contre Wadaïn et Zoumarou. Le potentiel, Salon national de l'artisanat, le coup de main gouvernemental aux entreprises artisanales. Toujours avec le potentiel, atelier de validation du rapport du PDC 1 de Cotonou et définition de la vision du PDC 2. La commune de Cotonou en avance sur les 5 prochaines années. Le municipal regagne l'intérêt du gouvernement pour la décentralisation vers un réchauffement des
relations entre Patrice Talon et les 77 maires du Bénin, un séminaire gouvernemental sur la décentralisation pourrait accélérer la lune de miel entre l'exécutif et les gouvernants locaux. Le Soleil Bénin Info appelle à candidature au poste de la chaîne des dépenses publiques. Talon met fin à la politisation de l'administration béninoise. L'économiste, projet de budget 2018 du ministère des Finances, des bâtiments des régies financières de l'État en 2018. Matin libre, 18 mois après la présidentielle, que sont-ils devenus ces web activistes? À lire tout de suite à la une du journal, les photos de Aboubakar Takou et bien d'autres. Nous passons au quotidien Nord-Sud quotidien. Salon national de l'artisanat du Bénin, Modeste Kérékou a lancé les hostilités hier et toujours avec Nord-Sud quotidien. Compétitivité du port autonome de Cotonou, la session des comités paritaires Bénin-Niger s'ouvre ce jour. L'Indépendant. Politisation du crime économique, de placement des 17 milliards de la CNSS à la BIBE. Le Front citoyen pour un Bénin révélé met en garde contre les velléités putschistes du PCB et du Front pour le sursaut patriotique. Le peuple béninois soutient Patrice Talon dans sa lutte contre la corruption, selon Frédéric Béanzin. Toujours avec l'Indépendant, devant l'ex-premier ministre Kofigo et ses pairs africains, le professeur Dodia Mouzouvi séduit et émerveille le monde universitaire togolais. Cocorico Info, publication hier de l'indice Ibrahim sur la gouvernance en Afrique. Le Bénin enregistre une progression. L'actualité, esclavage des Noirs en Libye et la précarité des Africains. DSK appelle à une prise de conscience. Dirigeants et citoyens mis devant leurs responsabilités. L'Afrique en marge. Commission budgétaire au Parlement. 11 ministres ont déjà planché devant les députés. Certains sont entre amertume et résignation. Le génie, pour finir, naissance du Parti Liberté et Justice. Maître Abou Seydou s'engage pour la politique du social et toujours avec le génie. Concert géant des 50 ans de la SCB, la fête déplacée au stade de l'Amitié pour un show en béton. Merci à vous, Kader Achirou. L'Afrique en marché au lieu de l'Afrique en marge. En marche, oui, en Afrique. Et puis Aboubakar Takou, il est web activiste ou journaliste à la une du quotidien. Il est web activiste. Il est avec bien d'autres. Donc il n'est pas journaliste? Non, ils l'ont présenté comme web activiste. D'accord. Et on a quelle image encore? Nous avons l'image de John qui est actuellement au palais. Nous avons l'image aussi de cet écrivain très célèbre sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux également. Vous aurez le temps de découvrir donc la une du quotidien Matin Libre avec toutes ces images-là. On rappelle que les quotidiens sont disponibles dans les kiosques sur l'ensemble du territoire national, mais aussi et surtout en ligne. Nous sommes au Bénin. Nous allons passer au journal sur Free Matin. Présentation Billy Laibi. À nouveau, bonjour. À l'occasion de la journée mondiale de souvenir des victimes d'accidents de la route, qui coïncide avec celle de la célébration sous-régionale de la journée africaine de sécurité routière, une marche a eu lieu ce dimanche. Plusieurs acteurs à divers niveaux intervenant dans le secteur de la sécurité routière y ont participé. Un dépôt de gerbes a été effectué en la mémoire des disparus. Il faut noter que la marche a démarré du carrefour La Vie pour s'achever au stade général Mathieu Kérékou. Depuis l'annonce d'un arrêté du ministère de l'Intérieur sommant le départ du directeur général de MTN Bénin, Stéphane Blewett, vendredi dernier, une panique règne sur l'étendue du territoire national. En effet, un montant d'environ 540 000 francs a été retiré de leur compte par des clients. L'entreprise appelle donc les citoyens au calme. Les épices sont des ingrédients utilisés dans la préparation de mets. Il y en a de toutes sortes avec de différents parfums tels que l'ail, le poivre, le gingembre et la crevette. Ces produits sont vendus un peu partout à l'état brut ou transformés. Pour en savoir plus, une équipe de Zaï TV s'est rendue au marché d'Ontokba. Suivez plutôt. Basilic, thym, origan, persil, les poudres d'ail, cannelle, muscade, gingembre, feuilles de laurier sont des épices entre autres utilisées à la cuisine lors de la préparation des différents mets. Les ingrédients se vendent un peu partout dans les supermarchés comme dans les grands marchés. À Dontokba, ils sont vendus à l'état brut ou transformés. C'est l'exemple des crevettes fumées en poudre et des piments écrasés mis dans des bouteilles et vendus par les bonnes dames. Fait de l'oli mais ayo mais nekunde mais doté ménage di dégon lili wayen lo oh na yela la boyo vogwe me oh na crevette lili di
dagbe yo we me ikpa yo a taki huhu bo eli lo mome zo mome e no lide bo e no dogo me bo e no sa evo de gonde no li yo huhu de no li dogo me yo nu to hi to ni mi no ha go re lo go ho to re si me no jira go re ti mi no ho de bo mi no kro bo ha do no le me na mi no sa de gon li yo 1000 francs taki 600. Selon ces bonnes dames, l'obtention de ces épices en poudre nécessite des étapes données et des difficultés. Des épices en poudre, il y a aussi le sel qui est un élément important dans la préparation d'un mets. Ce sera tout pour les informations. Merci à vous, Billy Laibi, pour la présentation. Nous passons au sport. Les sports sur Frimatin, le réseau des journalistes du sport au Bénin, RJSB, s'active pour l'organisation de l'édition 2017 du tournoi intermédiaire. Pour cette 4e édition, plusieurs innovations sont apportées à la compétition. Le président du RJSB, René José Sagbou, lève ici un point de voile sur quelques-unes de ces innovations à travers une interview accordée à la rédaction sportive. Nous avons globalement 4 grosses innovations pour cette édition. D'abord, nous allons passer des petits camps aux poteaux moyens. Les poteaux moyens, c'est les poteaux du football futsal avec une dimension de 2,20 mètres de hauteur et de 3 mètres sur les dimensions de la barre transversale. Ensuite, la deuxième innovation, c'est beaucoup plus à l'attention des confrères journalistes parce que vous savez, après 3 éditions, il nous a été reproché le fait que le nombre de 12 joueurs exigés ne permet pas à toutes les rédactions de pouvoir prendre part au tournoi intermédiaire. Et cette année, pour pouvoir donner une chance aux confrères qui n'ont pas pu jouer ou qui souhaitent jouer cette édition, nous avons décidé d'offrir la possibilité d'avoir 3 joueurs étrangers au niveau des organes de presse. Un exemple, si vous jouez pour Esaïe TV, vous avez la possibilité de faire jouer 3 confrères d'un autre organe. Ça peut être Le Héros, ça peut être Canal 3, ça peut être la Nouvelle Tribune. Et ici, attention, ces joueurs doivent disposer d'une carte de presse de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Maintenant, on nous a dit que tous les confrères n'ont pas encore la carte de la HAC, mais on se dit, pour les confrères bien connus dans la profession au niveau du sport, on passe, mais pour d'autres qui restent inconnus, malheureusement, la carte de la HAC ou un document vraiment authentifié doit nous permettre de pouvoir autoriser cela. Et je peux vous rassurer que jusqu'à la dernière ligne droite, puisque dans 48 heures, on doit rendre publique la liste définitive. Nous n'avons pas eu du tout de problème avec les joueurs étrangers. Troisième innovation, ça c'est au niveau des trophées. Nous avons cette année, en dehors du trophée du vainqueur, du trophée pour l'équipe finaliste, le trophée pour le meilleur joueur et bien sûr le trophée Fair Play, il s'ajoute cette année un trophée pour le meilleur gardien et un trophée bien sûr pour le meilleur buteur. Et il faut rappeler que le trophée Fair Play est offert cette année par l'association APVS, une association qui lutte contre la violence sur les stades. Et enfin, la dernière innovation, ceci toujours pour une ouverture du comité d'organisation sur les organes de presse, c'est bien sûr qu'on offre un encart publicitaire de 2,50 m sur 3 gratuitement pour tous les organes qui prennent part au team et pour les partenaires. Les partenaires, c'est tous ceux qui nous soutiennent dans la réussite de cet événement.
Et ceci, tous les organes de presse doivent déposer leur encart. Ça peut être sur bâche ou sur planche, je ne sais pas. Au plus tard, le 29 novembre 2017, au comité d'organisation. Et tous ces encarts vont être placés aux alentours du stade. Ça fera un peu de publicité pour les organes de presse. Voilà. Et je ne saurais terminer sans ajouter peut-être une 5e innovation. C'est vrai, on a introduit cette année un taux forfaitaire de participation pour tous les clubs. Ça s'élève à 2 000 francs par joueur, plus 500 francs pour la conception des licences, parce que nous jouons avec des licences en couleur pour pouvoir identifier les joueurs au niveau de chaque équipe. Pour rappel, le tournoi intermédiaire est une compétition de football à 5 qui réunit 8 organes de presse du Bénin. La première édition a eu lieu en décembre 2014. Quelques résultats du championnat national de handball. La 3e journée, les dames de l'ASO Modèle ont vaincu l'UAC par le score de 24-3. Les dames de Floreuse ont perdu 24-21 contre les dames de l'ASPAC. Du côté des hommes, l'équipe masculine a vengé de Floreuse, a vengé donc ces dames en venant à bout de l'ASPAC 28-20. La 4e journée, l'ASPAC a gagné l'Académia 33-4 chez les hommes à Kourounou. Floreuse s'est relevé 29-17 donc contre AS Canon chez les dames. Et enfin, Lazare a subi un lourd revers 33-13 contre l'ASO Modèle. C'est bien ça. Nous donnons donc quelques affiches de la 5e journée de l'UEFOA Champions League phase de poule. L'affiche croustillante, le choc entre Liverpool et le FC Séville à suivre. Les coups d'envoi des matchs sont prévus pour 20h45. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Jacques Taquet, bonjour. Bonjour Nadège. Vous êtes consultant en informatique, nous sommes très heureux de vous recevoir sur le plateau de Free Matin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Kader Achou, vous êtes également là pour le débat. Nous parlons de Laurent Métoyon sur le plan national. Garde à vue donc de Laurent Métoyon dans une affaire de perception de commission occulte pour des placements donc de la Caisse nationale de sécurité sociale, TNSS, à la BIB. Vous avez suivi un peu cette actualité-là, Jacques Taquet. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, pour ma part, je ne peux pas, dans un premier temps, déjà donner donc, des conclusions, dans le sens où je voudrais donc, qu'on puisse laisser donc, de côté tout ce qui se dit et faire confiance à la justice béninoise. Parce que la justice béninoise a déjà donné tort à l'exécutif à plusieurs reprises. Il ne faut pas forcément y voir la main de l'exécutif, la main du président de la République. Il ne faudrait pas y voir une main invisible, comme on le voit bien souvent au Bénin. Exactement. Comme on la voit bien souvent au Bénin. Kader Achou. Dans cette affaire, d'abord... Vous l'avez reçu, Laurent Métoyon, dans une interview, et puis juste tout après, à fait, j'ai reçu. Qu'il y avait porté, allez-y. J'ai reçu Laurent Métoyon, j'ai écouté Laurent Métoyon, j'ai écouté avec beaucoup de regret le ministre de l'économie et des finances qui a fait des affirmations hasardeuses par rapport à ce dossier. J'aimerais quand même dire d'abord par rapport au Conseil des ministres qui a statué en tant que tribunal, alors qu'il n'en a pas les qualifications, de parler de placement hasardeux, alors que sur le plan pénal, il n'y a pas d'infraction qu'on qualifie de placement hasardeux. Il y a peut-être des infractions qui stipulent qu'il y a perception de commission occulte pour placement dans lequel il y a eu perte après, alors qu'actuellement, on ne peut pas encore certifier que les fonds placés sont perdus. Quand bien même que la banque actuelle veut être rachetée par quelques proches du pouvoir en place pour essayer quand même de pouvoir sauver les meubles. Je vais aller dans le fond du sujet pour faire observer quand même que je ne comprends pas comment on puisse dire un ministre des Finances, parce que quand j'ai écouté la déclaration du ministre des Finances, je le vois beaucoup plus dans ça pour d'auditeur. Parce que avec tout ce qui a été évoqué dans ce dossier, quand on voit le lynchage médiatique qui a été effectué à l'encontre de Laurent Métoyon, on a comme l'impression que c'est un dossier politico-judiciaire. Politico-judiciaire, pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas pourquoi, dans cette affaire, le seul indexé, c'est la personne de Laurent Métoyon, alors qu'il y a le directeur des affaires financières qui est de la CNSS qui est là, et il y a le directeur général de la CNSS qui est là, et lui aussi n'est pas lynché, et quand on parle du conseil d'administration, Laurent Métoyon est quoi? Il est le président du conseil, donc sa voix n'est pas prépondérante. La seule charge qu'il a ou la seule responsabilité qui est la sienne, c'est de pouvoir convoquer la session extraordinaire peut-être du conseil qui va peut-être voter au plancher plus par rapport à cela. C'est vrai que peut-être quand on veut se fier peut-être au test de l'OADA, on peut dire que le président du conseil d'administration peut-être a un rôle de régulateur, peut-être un peu réguler, peut-être une gestion d'un directeur général, et peut toutefois demander à ça le révoquer s'il y avait par exemple des dérives qui étaient observées. Je ne sais pas si c'est le cas au niveau de la CNSS, mais je pense que quand à voir ce qui est fait, on a comme l'impression qu'il y a une guerre qui est fondée. Maintenant, quand on veut aller au fond par rapport à sa garde à vue, Laurent Métoyon gardé à vue à l'Ocertide,
Est-ce qu'il a été arrêté ou inculpé pour une affaire de stupéfiants? Est-ce qu'il a été arrêté ou inculpé par rapport à un trafic illicite? Non, il s'agit peut-être d'affaires pénales ou dans laquelles les causes et les effets ne sont pas encore certifiés. Le dossier est encore devant la justice et on a comme l'impression qu'on veut peut-être user des enjeux judiciaires prévus légalement pour essayer quand même de priver quelqu'un de liberté pendant un moment à la finalité d'essayer de lui casser le moral. Parce qu'on ne comprend pas comment on l'a convoqué pour le vendredi, le monsieur s'est rendu le vendredi très tôt là-bas et décidément vous ne l'écoutez pas très tôt, vous l'écoutez à moitié, en fait, vous tournez en rond et à la finalité vous l'écoutez peut-être en soirée, dans la soirée vous dites qu'il sera gardé à vue et présenté au procureur le lundi, ce qui n'a pas été effectué hier. Et comme le procureur, quand on est au Bénin, on sait comment ça se passe, comme dans le cas d'Ajavon, le procureur qui dispose comme de moyens coercitifs qui peuvent lui permettre de dire que peut-être telle personne est gardée à vue. Bon, non, ça c'est par rapport à la BEF qui dispose de ces moyens pour garder quelqu'un en vue pendant 8 jours, quitte à ce que le procureur peut peut-être demander un mandat de dépôt qui est peut-être de plusieurs mois pour que peut-être à la finalité on puisse nous déclarer, comme on en a l'habitude au Bénin, d'un non-lieu. Je pense qu'il faut essayer de voir cela et il est important et impératif pour tous ceux qui sont syndicats. C'est vrai qu'il faut qu'on dépassionne le débat d'abord. Quand on dit que c'est un syndicaliste, je pense qu'il n'y a pas d'immunité syndicale. Quand on est syndicaliste et que vous avez mal géré, vous répondez. Donc je pense qu'il faut dépasser. Mais par rapport à ses collègues, je parle de ses camarades du PCB, il faut qu'ils soient procéduriers et procédural parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils font. Réellement, ça ne sert à rien d'aller s'agglutiner devant la BEF, devant l'OCERTID. Il faut mieux laisser la justice faire son travail. Voilà, laisser la justice faire son travail au fond. Et il est impératif aussi pour le gouvernement actuel, le chef de l'État actuel, qui, dans sa vision de pouvoir lutter contre l'impunité et la malgouvernance, de pouvoir aller au fond des dossiers que le peuple attend. Les dossiers Sensad, Maria Gléter et autres, dans lesquels lui-même indirectement est impliqué, ou ses proches sont impliqués, ou des gens au gouvernement actuel sont impliqués. Nous allons passer à un autre sujet, le cas de la Libye. Comme je le disais, il fallait qu'on en parle. Des hommes noirs vendus en Libye, les images ont fait le tour des réseaux sociaux et des organes de presse. C'était quand même aberrant. Jacques Taquet. Alors, pour le cas de la Libye, je voudrais apporter une petite rectification. Il n'y a pas que des hommes noirs. Donc, en fait, bref, la majorité est issue donc, des pays d'Afrique subsaharienne. Donc, il y a des noirs, il y a des noirs, il y a des beurs. En fait, c'est tout simplement tous ceux qui essaient donc, de traverser la Méditerranée pour se rendre donc, en Italie, donc en fait en Europe, donc à la quête d'un bonheur. Un bonheur quoique oisif, parce qu'il y a eu pas mal de morts jusque-là, des milliers de morts. Mais cela ne décourage aucunement les Africains qui fuient la misère à la recherche donc, de mieux-être. De mieux-être. Alors, ce qui se passe, c'est que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait plus d'1 an que cette affaire dure. Les ONG en parlent. Donc, il y a eu non seulement donc, des hommes noirs qui ont été vendus, il y a eu des femmes donc, qui ont été vendues donc, pour des fins criminelles qu'on connaît, donc, en fait, qui n'est autre que l'esclavagisme sexuel. Et la plupart de ces esclaves vont où? Dans les pays du Golfe. La majorité dans les pays du Golfe, pour servir donc d'esclaves domestiques de maison. Donc, sachez qu'aujourd'hui, on peut acheter un être humain. Donc, j'ai entendu qu'on a vendu un Sénégalais à 200 000 francs CFA. C'est quand même extraordinaire. 200 000 francs CFA, c'est trop. Parce que c'est entre $200, ce qui fait un peu plus de 100 000 francs CFA, et $500. Donc, suivant tout simplement les conditions physiques de la personne. On prend un être humain, par exemple, comme moi, on dit, il est grand, il est fort, voilà, donc c'est le plus fort, tout simplement, ça veut dire qu'il peut soulever des pierres, ça veut dire qu'il peut creuser, ainsi de suite. Voilà comment sont vendus ces êtres humains. Avant ça, il y a un scandale dont personne ne parle, c'était le trafic d'organes. Il y avait des êtres humains qui étaient tués rien que pour le trafic d'organes, rien que pour extraire leurs organes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, quand j'entends certains Africains qui font des vidéos, qui font des commentaires et autres, je trouve que c'est hypocrite parce que cette affaire a déjà fait le tour du monde depuis la mort de Kadhafi. Est-ce que ça se passait avant la mort de Kadhafi ou c'est après ça? C'est après, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que la Libye est devenue un no man's land. Il y a deux gouvernements qui se disputent toujours donc, le pouvoir, avec un maréchal donc, qui se dit donc, protéger la Libye. Donc voilà ce qui se passe. Du coup, on ne sait pas qui gouverne la Libye. Il y a un gouvernement donc, en fait, local donc, élu par les Libyens. Il y a un autre gouvernement qui est soutenu par la soi-disant communauté internationale, donc, qui ne regroupe que l'Europe et l'oncle Sam, donc les États-Unis. Ça s'arrête là. Donc les Libyens, honnêtement, ne savent plus trop
vers qui se tourner. Donc, dans ces conditions, il est facile de pouvoir opérer, de faire ce qu'on veut. Et maintenant, à quoi doit-on s'attendre pour le cas de la Libye? Pour le cas de la Libye, à quoi on va voir simplement sur les réseaux sociaux les profils qui ont été changés, on va voir des belles vidéos et ça va s'arrêter là. À quoi doit-on s'attendre? Alors, moi, de mon côté, pour le moment, après analyse et après ce qui se passe, je pense que l'Italie va prendre des mesures et qui seront beaucoup plus donc, des sortes d'impositions de sanctions économiques, histoire de pousser l'un ou l'autre des deux gouvernements à renforcer plus de sécurité pour éviter ce genre de cas. Je suis désolé, ça continuera tant qu'il y aura des migrants là-bas. Et pour éviter que les migrants continuent, c'est de la responsabilité des dirigeants africains d'éviter tout simplement cet exode à la mort. Kader Hachim, les Africains qui quittent donc leur pays à la recherche de mieux-être, est-ce que ce n'est pas la faute à nos dirigeants finalement? Est-ce que c'est la faute? On nous a toujours vendu une belle image de l'Occident, tout se passe là-bas, tout se trouve là-bas, on est mieux ailleurs que chez soi. C'est vrai que dans la conscience africaine ou dans l'esprit africain, Paris, c'est le paradis. New York, n'en parlons pas. Alors, pour les Africains, vivre dans l'Occident ou dans l'Hexagone, c'est peut-être mieux vivre que vivre chez soi. Ce qui fait que d'ailleurs, la plupart, et quand on observe déjà le one-man show que effectuent quand même les quelques rares personnes qui ont la chance quand même d'aller vivre ou séjourner dans ces pays de l'Europe et qui rentrent au pays, on a comme l'impression que là-bas, la vie est si facile, le gain est si facile, alors que c'est totalement faux. Tout est régulé là-bas et on ne peut que gagner de façon officielle ce qu'on gagne et les paiements se font dans toute légalité, en toute autonomie. Il n'y a pas de magouille là-bas, comme ici chez nous. C'est un peu payé, mais le loyer n'est peut-être pas à 30 000 francs là-bas. Les frais d'Internet, il y a beaucoup d'autres frais connexes qui s'y imposent. Par rapport au cas de Libye, je dirais peut-être que c'est une sanction divine. Sanction divine parce que, et je pense que ce cas de la Libye doit servir d'exemple pour tous les pays africains qui, pendant longtemps ou pendant toujours, ont toujours subi des crises de leadership politique, simplement parce qu'il y a eu des gens déçus, frustrés par la gestion, la gouvernance d'un ou d'un clan. Je pense qu'il faut aujourd'hui dépassionner le débat au niveau de toute l'Afrique pour savoir que Muammar Kadhafi, quand même, au-delà de cet art, au-delà de peut-être ces erreurs qu'il a eu à commettre, ce qui est inhérent en tout homme, avait quand même eu à mettre en œuvre une politique quand même pour développer cette Libye. Il est parti aujourd'hui et c'est à cela que les Libyens sont confrontés. Ils regrettent amèrement, en toute amertume, le départ de Muammar Kadhafi, ils regrettent l'implication de la communauté internationale dans ce qu'ils voulaient appeler la démocratie. C'est vrai. Il ne faut pas se mentir, nous ne leur pas que cette démocratie qu'on prend tant n'est pas faite, moi je le dis, n'est pas faite pour l'Afrique. Les Africains sont faits. Les affirmations gratuites, allez-y. Je n'ai pas d'affirmation gratuite pour moi, c'est mon avis, je le partage. Pour moi, la démocratie n'est pas faite pour les peuples africains. Je vais faire peut-être une vérité par rapport au cas béninois où les gens ont tout le temps appelé à ce que Boni Yahi parte, et on a appelé au nouveau départ, à la rupture. Non, Boni Yahi devrait partir, mais il y avait quand même le système de après nous, c'est nous, ou quand même les sbires, ou peut-être les acolytes de Boni Yahi devaient prendre le pouvoir. Mais ça n'a pas été le cas. Celui qui a été amené, Lionel Zinsou, la personne de Lionel Zinsou, qui incarnait réellement la vraie rupture avec ceux qui étaient au pouvoir et qui n'étaient... Ceux qui étaient avec Boni Yahi même ne l'ont pas soutenu parce qu'ils savaient que s'ils venaient, c'était la rupture en fait. Ce ne serait pas la gabégie financière qui était effectuée sous Boni Yahi. Alors, tant que les gens ont prôné cela, ils ont voulu du nouveau départ qui est venu, qui se appelle Bénin révélé, aujourd'hui, ils en ont marre. Ils disent en fait, si on savait, Boni Yahi avait fait ci, il y avait ça, est-ce que les pays n'ont pas encore vu des choses? Attendez, il y a beaucoup de belles choses qui arrivent au Bénin. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que dans tous les pays africains, qu'on puisse savoir que chaque dirigeant qui est élu de façon légale au niveau d'élections transparentes essaie de remplir sa mission autant qu'il peut. Qu'on n'essaye plus de déstabiliser un pouvoir. Qu'on n'essaye plus à travers les accointances pour des intérêts égoïstes. Bref, chaque pays avec ses réalités. La Libye était quand même pas mal gérée par le guide libyen. La Libye était très bien gérée, moi je dis, pour moi, la Libye était très bien gérée par Muammar Kadhafi. La Libye a commencé à tomber depuis le moment où les gens ont été frustrés. C'est comme le Togo, où les gens ne sont pas contents de voir la même tête. Je ne sais pas en quoi ça gêne de voir la même tête si le travail qui doit être fait est fait. Je ne sais pas il faut quand même appeler à l'alternance. En fait, c'est ça le problème de la démocratie aujourd'hui. Tout le monde veut gérer, tout le monde veut contribuer à cela. Il faut que les dirigeants africains fassent leur boulot. Tout le monde n'est pas fait pour avoir une voix prépondérante dans tout ce qui doit être fait de façon étatique. Alors,
tant que les Africains ne vont pas s'enlever cela de la tête pour se dire que moi-même je peux être ministre, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Moi-même je peux être député, alors que tout le monde n'est pas appelé à être député. Des gens sont peut-être appelés à faire 1 an de carrière politique et être président de la République. Si vous n'êtes pas d'accord pour accepter cela et accepter certaines choses qui sont des enjeux allez en Italie. Merci à vous, Kader Achirou. Merci à vous. Nous allons parler à présent du cas du Rwanda, les images de l'arrestation de Diana Shima Wigara, celle qui avait défié donc Paul Kagame aux dernières élections présidentielles. On a vu un peu les images, c'est quand même assez choquant. Exactement. Alors Diana Shima Wigara donc, est une femme d'affaires, donc militante féministe rwandaise, donc, qui était inconnue de l'étranger et a fait donc, la une de quasi tous les journaux après avoir défié ouvertement Paul Kagame. Ce qui s'est passé, c'est que 3 jours... Moi, bien sa conviction. Oui, c'est une battante, en effet. C'est une battante, mais elle a pas mal résisté donc, à tout ce qui lui était imposé. 3 jours après avoir posé sa candidature, donc, des images nues d'elle, donc 3 images précisément nues d'elle, ont fait donc, le tour des réseaux sociaux. Donc, on la voyait donc nue, debout, sur le canapé. Et donc, Paul Kagame avait été accusé, sauf que Paul Kagame, il est vrai... C'est Paul Kagame. Affirmation gratuite, je dirais. Mais il est vrai, c'est pas Paul Kagame qui a pris ces photos. Donc, dans un premier temps, on parle de Paul Kagame. Dans un deuxième temps, on dit que c'est Paul Kagame qui a racheté ces images donc, auprès de son ex. Et voilà. Bizarrement, ceci ayant créé un buzz, lui a donné plus de popularité. Ce qui s'est passé derrière, c'est qu'il faut réunir un certain nombre de signatures donc, en parrainage pour pouvoir donc, poser sa candidature à une élection présidentielle au Rwanda. Malheureusement, Diana Wigara n'a pas atteint le nombre donc, requis, ce qui a fait que la commission électorale a rejeté sa candidature. Suite à ça, il y a eu du coup l'élection. Paul Kagame l'a remportée avec un score soviétique, comme d'habitude. Mais la suite pour Wigara, malheureusement, elle s'est battue. Elle a continué de se battre donc, contre celui qu'elle appelle le tyran. Et cela a créé donc, en quelque sorte sa descente aux enfers. Dans un premier temps, il y a la commission électorale donc, qui parle de fausses signatures concernant les parrainages. Ensuite, il y a une enquête donc, fiscale qui était donc, au niveau des entreprises familiales. Et le gouvernement rwandais réclame donc, à la famille Wigara 6 millions de dollars donc, en fait, pour l'évasion fiscale donc, à l'étranger. Ce qui a fait que dans un premier temps, Diane avait disparu. Elle était peut-être disparue pendant plus d'une semaine, personne ne l'avait vue. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait été enlevée par les services de renseignement rwandais. Ensuite, donc, elle a été relâchée, puis poursuivie. Donc, et Diane et sa sœur Anne et sa mère Adeline ont été donc mises en garde à vue, puis sous mandat de dépôt. Elles ont comparu pour le procès, où elles ont dit à la cour avoir été torturées, avoir été privées donc, de nourriture. Mais cela n'a pas empêché donc, les juges, malgré les bonnes conditions financières, de rejeter donc, la liberté sous caution. Allez-y. Attendez, Kader Achirou. Allez-y, Jacques Taquet, vous avez fini? Non, ce n'est pas fini. Donc ensuite, ce qui se passe, c'est que ils ont forcé, d'après ce que dit Adeline Wigara, donc elle était contrainte donc, par les policiers de signer un document, donc, comme quoi, si la famille Wigara ne remboursait pas donc, du coup, les 6 millions donc, en fait, que doivent les entreprises du tabac, leurs biens seront vendus donc, aux enchères. Tous les biens. Quand on parle de biens, on parle bien évidemment, commencer par les biens immobiliers, ensuite donc, les voitures, tout ce qu'ils ont. Une véritable descente aux enfers. Une véritable descente aux enfers, comme vous l'avez si bien dit, qui est quand même une activité ou un montage récurrent de nos politiques aujourd'hui. Dès qu'ils sentent que quelqu'un est contre ou est peut-être en déphasage avec leur politique ou peut-être avec leurs idéaux, on actionne les leviers pour quand même essayer peut-être de l'éradiquer, de l'expulser, comme on le voit avec le cas maintenant au Bénin. Je dirais que Paul Kagame qui est un copain à Patrice Talon, qui est un copain, un ami très intime à Patrice Talon, puisqu'on voit un peu comment le chef de l'État actuel du Bénin veut en quelque sorte un peu tirer un peu du modèle rwandais pour essayer de gérer son pays. Sous d'autres plans.
d'autres sur plans. certains plans, comme vous l'avez Voilà. si bien souligné. Je dirais que ça pose le problème, comme je l'ai dit, de la démocratie en Afrique. Et au-delà de la démocratie, du régime dans lequel ces pays sont inscrits. Parce que quand on voit un pays comme le Rwanda dans un régime présidentiel où le chef de l'État ou l'exécutif a quand même un fort pouvoir de quand même essayer quand même de mettre fin à les activités d'un opposant à travers des instruments tout à fait légaux, quand le chef de l'État actuel, le chef de l'État rwandais peut essayer de trouver à travers moyens interposés des moyens pour essayer peut-être d'empêcher une opposante d'aller à la finalité de son idéal, qui est celui de combattre quand même pour un mieux-être des Rwandais. L'objectif est le même. Je pense que le problème qui se pose aujourd'hui au Rwanda est un problème qui se passe un peu partout en Afrique, où les chefs de l'État ne veulent pas avoir en face des gens qui puissent quand même essayer de se lever et leur dire la vérité. Pour leur dire, des gens qui sont dans le peuple, qui peuvent leur dire, ça ne va pas. Ce qui se passe, ça ne va pas. Parce que quand vous êtes dirigeant, vous êtes entre des gens qui vous chantent que des éloges de ce que vous faites très bien, la politique est très bonne, j'ai été dans le village, les gens ont applaudi, sans savoir que s'il est allé dans le village et que le village comporte peut-être 70 000 personnes et qu'à peine 20 000 sont sortis pour l'acclamer, que les 50 000 autres ne sont pas en phase avec la politique prônée actuellement. Je pense qu'à ce niveau, le chef de l'État rwandais, Paul Kagame, doit quand même essayer de mettre un peu de l'eau dans son vin, essayer quand même d'essayer de discuter avec Diana Shima Wigara, essayer de discuter avec elle pour quand même essayer de trouver une issue tout à fait concluante. Paul son histoire? Non, vous savez, tout le monde a son histoire, oui, mais les temps évoluent, les temps changent en fait. Et tant que les temps changent, il faut quand même qu'on puisse s'adapter aux réalités actuelles du moment, aux réalités politiques actuelles du moment, pour ne pas peut-être verser dans le dilatoire, pour ne pas peut-être verser dans le lynchage populaire. Parce qu'au-delà du fait que vous essayez peut-être d'intimider un opposant, quand vous essayez peut-être d'intimider quelqu'un qui n'est pas en phase avec vous, vous le faites de la publicité. Et quand vous lui faites cette publicité, dès que vous attaquez tout un peuple, tout un clan. Vous attaquez toute une ethnie, toute une partie de votre pays. Et quand le peuple devient solidaire par rapport à cette personne, alors vous assistez à ce qu'on vous renvoie du pays. Et comme on dit, le peuple est souverain. Ne vous étonnez pas un jour que vous partez même armé jusqu'aux dents et que vous voyez attaquer par les populations parce que par le passé, vous n'avez pas su gérer méthodiquement votre opposition. C'est clair que l'opposition, à un moment donné, plombe quand même des actions gouvernementales. C'est vrai que c'est des choses inhérentes, mais il faut quand même que les dirigeants actuels en Afrique essaient quand même de trouver des canaux officiels ou officieux, d'échanger avec leurs opposants pour que quand même, même si l'opposition est acerbe, qu'on puisse quand même trouver un terrain consensuel, un terrain d'entente, pour qu'à la finalité, les choses ne se passent plus comme on le voit. Dès que quelqu'un est opposant, on essaie de lui trouver un dossier, on lui colle un dossier, on passe par les voies judiciaires prévues par les textes, par la Constitution, pour essayer comme d'intimider cette personne. Quand la personne ne cède pas, ce qu'on fait, c'est de la jeter en prison, de lui trouver, comme ça a été évoqué, des récompenses exorbitants que la personne ne pourra jamais essayer de payer à la finalité pour qu'après on casse la personne, on le casse le moral et on la brise. Merci à vous, Kader Hachim. Jacques Taquet, mais qu'est-ce qu'on reproche à Anne et Adeline? Ce qu'on reproche dans un premier temps à Anne, c'est d'avoir donc participé à cette évasion fiscale avec sa sœur Diane. Ensuite, Adeline, par contre, on lui reproche donc d'avoir voulu faire une contestation donc populaire, donc et aussi donc de réveiller en quelque sorte donc les querelles interethniques, parce qu'il faut savoir que les Rwigara sont des Tutsis et en face il y a les Hutus. Donc il y a le génocide rwandais donc qui est toujours dans la mémoire. Donc il y a des lois, en effet, au Rwanda qui punissent sévèrement donc, toute incitation à une haine ou un soulèvement interethnique. Et puis, donc, la communauté internationale qui s'indigne un peu des images, mais qu'est-ce qu'elle peut faire et que deviendra finalement la famille Wigara? La famille Wigara, pour le moment, donc, croule en prison. La famille Wigara, pour le moment, croule en prison. Et Paul Kagame, donc, qui malheureusement est sourd donc, aux critiques, hein, bien évidemment, donc, de la communauté internationale. Alors, ce qui s'est passé, c'est que lors d'une interview, il y avait une journaliste de la BBC, donc l'information est passée rapidement sur Twitter, qui lui posait la question et savoir est-ce que Kagame donc, croit du coup à la culpabilité de la famille Wigara. Donc apparemment, il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu de réponse, mais Paul Kagame est habitué donc, à dire une phrase, I don't care. I don't care, ça veut dire je m'en fous. Donc ça, on le lui connaît. Je ne sais pas si des pressions extérieures pourront donc, contraindre le gouvernement rwandais donc, à céder donc, et à libérer la famille Wigara.
Mais on va nous sommes dans une totale incertitude. Parler à Paul Kagame, c'est comme s'il demandait à Poutine si les États-Unis sont le plus beau pays du monde. Merci à vous, Jacques Taquin. Je rappelle que vous êtes consultant en informatique, c'est bien ça. Merci beaucoup d'avoir participé au débat avec nous. Kader Achirou, merci. Merci à vous. C'est la fin de l'émission Frais Matin de ce jour que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Le débat était très riche avec Jacques Taquin. Merci à vous. Au plaisir de vous revoir demain. Portez-vous bien.